With all your modern science, are you any closer to understanding the mystery of how a robot walks or talks? Yes, you idiot! The circuit diagram is right here on the inside of your case. I choose to believe what I was programmed to believe. Donc cet après-midi, nous vous proposons en fait des interventions d'auteurs, donc d'auteurs et d'autrices, pardon Émilie, donc de science-fiction. Et surtout, en fait, on veut mettre l'accent sur des exemples de collaboration entre donc auteurs et scientifiques. On sera plutôt donc en mode discussion. Donc en fait, cet après-midi, nous allons explorer et interroger la démarche créatrice d'auteurs de science-fiction. Quel est leur rapport à la science, aux sciences, puisqu'on verra qu'il y a évidemment plusieurs types de sciences qui sont convoquées par les auteurs. Est-ce que c'est une source d'inspiration, d'inventivité, un point de départ pour leur récit, un enrichissement de leur récit? Autre question que l'on pourra se poser, la vraisemblance scientifique de leur récit est-elle au cœur de leur démarche? Est-ce que c'est juste une garantie de sérieux, entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment essentiel pour eux? Est-ce qu'un récit doit être sérieux? Quel est leur rapport à la hard science fiction? Est-ce qu'ils souhaitent s'inscrire dans d'autres types de science-fiction, peut-être plus sociales, plus poétiques? Voilà, donc c'est l'ensemble de ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre, alors non pas de manière systématique, mais simplement en mode discussion. Voilà, alors cette première, on va dire la première partie de cet après-midi, nous allons faire intervenir donc JC Gabdi et Émilie Kerbalek, là que vous avez dans la galerie sous son vrai prénom, qui est donc Camille. Voilà, qui était là déjà ce matin. Je vais donc les présenter pour vous donner aussi une idée de ce qu'ils écrivent, est-ce qu'ils ont un projet véritablement d'écriture. Alors, j'ai mis Émilie et JC Gabi ensemble parce que tous les deux ont travaillé avec Franck, et donc il y aura peut-être un dialogue entre eux trois. Et ensuite, dans une seconde partie de l'après-midi, nous ferons intervenir donc Laurent Jeunefort qui est présent ici, qui est quelqu'un qui a maintenant qui commence, je suis désolée Laurent de te dire ça, mais qui commence à avoir une grande et longue carrière dans la science-fiction. Je suis très vieux, alors ça va. Ben voilà, c'est ça. Non, c'est parce que tu as commencé très jeune, Laurent. On va dire ça comme ça, d'accord? On en reparle dans 40 ans avec Émilie. Ouais. Et donc, on va voir avec Laurent qui a fait, donc il y a diverses activités au sein de la science-fiction. Et voilà, on aura peut-être une vision un petit peu différente de nos deux premiers auteurs. Voilà. Alors, Émilie, donc Émilie, si jamais je dis des bêtises, hein, évidemment, il faut m'arrêter de suite. Donc, Émilie, dans la vraie vie, vous êtes diététicienne nutritionniste et autrice de science-fiction française, oui, comme vous vous définissez vous-même. Vous avez raconté des histoires de voyage et ces histoires de voyage sont l'occasion d'explorer des thèmes comme la mémoire, le rapport à l'autre, à la réalité, au corps, au langage. Votre formation vous porte peut-être plus spontanément vers les sciences humaines, cognitives et naturelles. Il serait intéressant de peut-être de définir, que vous définissiez ce que vous appelez les sciences naturelles. Voilà. Et puis, vous aimez aussi jouer avec des concepts donc, qui relèvent certainement plus des sciences dures, mais vous les abordez via le biais donc, de la philosophie. Voilà, alors le dernier ouvrage, votre dernier ouvrage paru, c'est Quitter les monts d'automne, et vous nous avez signalé dans le Slack que toute une partie de l'intrigue est librement inspirée par une technique de chiffrement appelée OTP. Voilà, et vous expliquerez ça certainement tout à l'heure. JC Gabdi. Alors, JC Gabdi, évidemment, c'est un auteur que l'on connaît bien dans le milieu donc de la science-fiction, qui fait partie des festivals, des conventions également, donc un vrai fan de SF. Mais vous êtes un auteur donc publié seulement depuis 2015, uniquement d'ailleurs science-fiction. Vous avez été publié chez Rivière Blanche, aux éditions Armada, chez Pop Factory. Vous avez écrit plusieurs nouvelles. Vous avez créé un univers nommé Sisol, système solaire, et l'autre Quirinus, voilà, qui est un dieu romain précapitolien. Je n'invente rien, hein, j'ai fait ça évidemment dans votre présentation.
et vous êtes un grand amateur de Philippe Cadic et de polar noir. Vous êtes passionné par les littératures en tout genre. Alors par contre, vous avez fait aussi des études de biologie en classe préparatoire et à l'université avant de bifurquer vers l'informatique. Donc peut-être que ce sera l'occasion pour nous de vous interroger sur est-ce que justement cette coloration donc scientifique de votre parcours, comment est-ce que ça a pu éventuellement influencer vos écrits donc de science-fiction. Voilà, on verra tout ça avec vous. Franck, est-ce que je vous laisse la parole et où je présente Laurent? Alors, écoute, tu avais divisé ça en deux parties. Peut-être qu'on peut continuer là-dessus. Il me semble que, enfin, je le sais, JC a préparé une petite présentation pour expliquer la création d'un monde et comment nous avons interagi tous les deux à cette création-là. Donc, je lui laisse la parole. Eh bien, je vous laisse la parole. D'accord. Je peux partager un écran? C'est bon? Je vais t'autoriser tout de suite, excuse-moi. Ouais, c'est bon, apparemment. C'est bon? Oui, partager. Oui, j'avais déjà autorisé. OK. Je ne sais pas si ça se voit. Moi, je ne vois plus rien. Si, c'est bon? OK. Alors, deux petites choses pour débuter. En fait, effectivement, bon, j'ai une coloration scientifique en termes de formation, ce qui fait que j'ai deux petits aspects dans tout ce que j'écris. Pratiquement dans tous les romans, il y a des scientifiques. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a certains aspects scientifiques, pas forcément toujours réalistes, c'est pas toujours grave, puisque dans le premier que j'ai écrit, qui s'appelle Les Gueules des Vers, on a carrément un trou de verre en plein milieu des Troyens, donc des astéroïdes troyens, ce qui n'est pas le cas, mais ça part de là. Il se trouve que avec Franck, on a eu l'occasion de discuter d'abord par l'intermédiaire de Facebook, puis de se rencontrer, entre autres lors de la convention de SF de Bordeaux, il y a quelques années. On s'est revus, et puis il y a 2 ans, à la convention SF d'Amiens, il est venu me voir en me disant j'ai une idée sur une histoire qui se passerait sur une planète un petit peu particulière. Alors ça a mis du temps pour moi à germer parce que j'avais d'autres projets qui étaient en cours, et on a démarré cette année une histoire sur une planète que j'ai appelée Kyklos, on va voir pourquoi, et on va essayer de vous présenter un petit peu comment on a bossé et comment on a fait interagir cet aspect roman, donc totalement imaginaire, avec des aspects scientifiques assez réalistes. Alors je dis assez réaliste parce que il y a quand même de l'invention, c'est une planète. Donc l'idée de départ, c'était d'avoir une planète opéra qui sera découverte par une expédition humaine. La planète est imaginaire, on ne l'a pas observée encore, mais il fallait qu'elle soit le plus scientifiquement possible, plausible. Ça, c'était un point qu'on s'était imposé des contraintes. D'abord, la première qu'a amené Franck, c'était une très grande obésité de la planète. Donc pas les quelques pourcents que l'on a pour Terre, mais presque à l'horizontale, ce qui signifie que les pôles et l'équateur sont inversés au niveau des saisons. Pour autant, il fallait qu'elle soit assez proche de la Terre pour permettre une modélisation aisée. C'est-à-dire qu'on dispose d'informations sur la Terre, donc c'est assez facile. L'autre point, on se proposait d'avoir de l'air et de l'eau, puisqu'il y a des humains qui doivent la découvrir. La planète ne devait pas être trop éloignée ni trop proche de l'étoile, histoire de ne pas avoir les contraintes des marées, qu'on ait de la luminosité. Et donc, à partir de là, Franck a proposé d'aller dans un panel d'étoiles qui allait des plus brillantes K aux moins brillantes F. Donc ça, ce sont des points qu'on a mis en place. On a défini l'âge, la luminosité, le diamètre de cette étoile. Puis, même chose pour la planète. Alors, il y a tout, la distance, la durée d'une année, les journées, le diamètre, la pression à la surface, gravité, etc. Je mets en blanc ici ce qui n'est pas
imposé au niveau scientifique, mais j'ai rajouté par exemple parce que sur le plan du scénario, ça arrangeait bien les choses. Ici, un exemple, les deux lunes de diamètre inférieur à 1000 km. Et à partir de là, en fait, tout ça s'est fait sous forme d'une démarche. C'est-à-dire qu'il a fallu définir cette planète en disant elle est habitable. Donc, il y avait des contraintes au niveau de l'insolation. L'obésité étant importante, mais il fallait éliminer les étoiles trop petites. Juste, excuse-moi, JC, c'est obliquité. Obliquité, c'est pas oblicité. Tu l'as bien écrit, mais tu dis oblicité et précédemment, tu avais écrit oblicité. Ah oui, obliquité. Oui, c'est une erreur. Je ne l'ai pas corrigé. Excuse-moi. Mais je t'en prie. Donc, à partir de là, on a essayé d'avoir une convergence en termes de taille, gravité, etc. Le gros point qui s'est posé, c'était la durée de l'année, puisque c'est quelque chose qui était compliqué à changer par la suite. Et à partir de là aussi, Franck a commencé à lancer des simulations pour obtenir des données climatiques. On est parti sur des données climatiques. D'abord sans continent. À ce niveau-là, donc ça signifiait étudier l'insolation, la température, les niveaux de glace, etc. Et ensuite, on a ajouté les continents. Donc, création d'une carte, mise en œuvre des continents, vérification du climat. Et là, Franck a croisé les doigts, moi aussi d'ailleurs, en disant, bon, on a les continents, maintenant on refait les calculs pour voir si ça marche. C'est ce qui s'est passé, ça a été. Et il a donc généré un tas de graphiques et de valeurs avec un modèle de circulation générale dans le laboratoire sous Jussieu pour arriver à quelque chose d'un petit peu détaillé. Alors, sur l'idée, c'est qu'il fallait une insolation et une durée de journée par rapport à l'obliquité qui est là de 75%, de manière à ce qu'on ait quelque chose de stable, c'est-à-dire que toute l'eau ne s'évapore pas ou qu'à l'inverse, on n'ait pas une boule de glace où rien ne pourrait se faire. Donc ça, c'était un premier paramètre. Donc on est arrivé à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a monté une planète sur laquelle on a défini un maximum d'éléments en termes de travail. Derrière, sur ces bases, j'ai essayé moi de monter une comparaison pour qu'on puisse expliquer ceci au lecteur entre notre système solaire et, donc là, nous, notre système solaire est ici, de ce côté, et le système qu'on a inventé. Donc le soleil, je l'ai appelé Bongoa, c'est du vietnamien, ça signifie boule de fleurs. On a défini ici un petit peu le système planétaire, il est simple, il n'y a qu'une deuxième planète et des astéroïdes, de manière à ne pas avoir trop de contraintes en termes de travail. Derrière, il a fallu mettre en place toute la topographie de la planète. Alors je le mets en blanc parce que ça touchait à la fois l'aspect scénario, donc l'histoire, et les aspects scientifiques. On a défini les zones où se passait l'histoire, de manière à ce que les analyses ne se fassent pas sur la totalité de la planète, sinon ça aurait été horrible. Je ne sais pas déjà en combien de temps ça s'est fait, une analyse, ça se faisait chaque fois combien de temps, Franck? Une simulation? Ouais, une simulation. Alors, ce n'est pas forcément très facile de répondre parce que quand on fait une nouvelle simulation, on ne repart pas de zéro, on part généralement d'une autre simulation proche qui est déjà dans un régime climatique assez similaire, donc on gagne du temps. Mais typiquement, je dirais, en année terrestre, pour que le climat trouve son régime un peu stable, il faut, on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années terrestres, une vingtaine d'années terrestres. Et là, plus d'une dizaine d'années de Kyklos, sachant que l'année de Kyklos est plus longue que l'année terrestre. Et ça se simule en peut-être… alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut faire des calculs sur beaucoup de processeurs en parallélisant les calculs. Disons qu'en gardant un nombre raisonnable de processeurs de l'ordre de 24 heures, 36 heures de calcul. Bon, donc on est allé, pour faire ça, il a fallu définir des cartes. Alors ça, c'est le dernier modèle, celui qu'on a retenu. Bien sûr, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu 7 ADC. Et sur ces cartes, on a entre autres étudié cette zone. L'une des difficultés qu'il a fallu
je surmonte, d'essayer de créer une carte où on est toutes les altitudes, puisque Franck avait besoin pour pouvoir travailler des altitudes. Alors, j'ai travaillé au kilomètre, de manière à ce que ce soit plus simple, qui permettent d'obtenir des résultats un peu probants. Alors, ici, il y a un continent un petit peu particulier qui s'appelle Australia. Alors, j'ai donné le nom à peu près à tous les éléments, ça c'est Franck qui l'a choisi. Et c'est ce qui a permis d'avoir des études un peu plus intéressantes sur une zone de la planète. Alors voilà ce que ça a donné en termes d'analyse. Ça, c'est par rapport aux altitudes. Les calculs qui sont générés, mais par exemple les surfaces de température avec 4 périodes particulières, mais les équinoxes, entre autres, sont là-dessus. Donc, on a divisé l'année en 4 à ce niveau-là. Les simulations ici qu'il a réalisées pour l'épaisseur de la banquise au fil du temps. Alors, la planète n'est pas correctement oblique, hein, elle est droite, mais ce n'est pas grave. Et moi, ça m'a permis de savoir quand mon équipe d'humains pouvait arriver et ce qu'elle pouvait visiter de la planète ou non, en termes de travail. Autour d'Australia, par exemple, des choses comme ceci, sur 3 jours, pour avoir la glace au niveau des mers, pour avoir la température de surface, pour avoir l'insolation. Et puis, il y en avait une autre, je ne sais plus laquelle, c'est les vents. Voilà. De mon côté, il a fallu que, par rapport à tout ceci, j'ai étudié et j'ai créé une vie possible, donc faune, flore, les écosystèmes, l'intégration par rapport aux saisons qui m'a indiqué, une chaîne alimentaire, tenir compte des migrations par rapport à l'épaisseur des banquises, étudier et préparer tout ce qui est habitabilité et survie humaine, sachant qu'au final, ce qui sera ajouté au roman, ce sera un dossier scientifique avec des éléments de vulgarisation qui seront associés et qui comporteront une partie des schémas qu'on vient de voir, mais un petit peu plus détaillés et explicatifs. Là, ici, c'est la planète telle qu'on l'a aujourd'hui en sphère après ce travail. Alors, quelques éléments qui ont été faits pendant la méthode de travail, parce que moi, il a fallu que je m'adapte à un certain nombre de choses. Moi, j'ai travaillé effectivement sur un roman qu'a préfacé Franck, qui s'appelle Les Gueules des Vers. Ça se passe dans le système solaire. Je n'étais pas donc allé très loin, là on file ailleurs. Et donc il a fallu mettre en place pour moi des phases de travail. C'est-à-dire une première qui dit je fais un scénario, je fais une histoire, et c'est relativement indépendant des résultats que va avoir Franck au niveau de l'analyse. La deuxième, c'est qu'il va falloir prendre en compte l'arrivée des humains et tenir compte cette fois-ci des caractéristiques et de la climatologie, tenir compte des saisons, du climat, de l'épaisseur des banquisses pour que leur arrivée puisse fonctionner. Alors, j'ai eu un petit imprévu qui était assez chouette, c'est qu'il a fallu que je reprenne la fin du roman à cause d'une étude du continent australien que je vous ai montré, où il a eu des éléments intéressants. Et même pour moi, ça a été intéressant parce que j'ai pu améliorer toute la fin de l'histoire avec une vue de la planète qui était beaucoup plus conforme à ce que j'espérais. Enfin, beaucoup mieux que ce que j'espérais. Actuellement, je suis en phase 3, c'est-à-dire que tout le roman est écrit et je suis en train d'affiner les résultats climatologiques que j'ai avec le scénario. Donc, par rapport, à titre d'exemple, Les Gueules des Vers, ça se passe sur un peu plus de 200 ans. Là, je suis sur 2 ans, donc il a fallu que je fasse une timeline à la semaine près, en tenant compte du climat, de l'épaisseur de la banquise, des vents, pour chacune des zones où les humains sont en train de passer. L'autre avantage aussi ici, c'est que les simulations m'ont apporté tous les arguments. Par rapport au roman, quand les humains arrivent, j'ai l'argument pour dire pourquoi ils sont venus de ce côté, ils ne peuvent pas visiter tout le globe d'un coup, donc pourquoi ils sont venus là et à quoi ça leur sert en termes de travail. Alors là, c'est le dernier truc que j'ai fait, c'est la timeline qui est effectivement associée. Vous n'avez pas les valeurs, hein, je les ai mises, mais pour chaque chapitre, où il se trouve, quelles sont les températures, les vents, la neige, la glace,
et l'état de la banquise nord au sud à ce moment-là. Donc, ce qui fait qu'on a les saisons correspondantes. Alors, à titre d'extrait, juste pour ça, je ne vais pas tout vous le lire, mais voilà, ici, à cet endroit-là, pardon, ils expliquent qu'il y a une zone de terre qui est entourée par la banquise et que ça équivaut à un cercle de plus de 3000 km de large. Du coup, ça fait un monde en anneau. Ce n'est pas l'anneau-monde, mais c'est un monde en anneau. Et ils l'ont appelé Kyklos, puisque Kyklos, ça signifie en grec cercle, d'où le nom de l'histoire. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long pour qu'on puisse échanger à ce niveau-là, mais ça donne une petite idée de ce qu'on a fait en termes de travail. Alors, est-ce que... comment je quitte le... Voilà, ça devrait être revenu. Oui, c'est bon, JC, c'est parfait. C'est revenu. Voilà. OK. Donc, voilà, c'est pas trop long, j'espère. Non, c'était très bien. C'est pas de problème, on est pile poil dans les temps. Franck, tu veux intervenir? Oui, peut-être juste pour préciser deux, trois choses et puis pour vous dire un peu comment, de mon point de vue, ça s'est passé. Donc, à la base, en fait, je m'intéressais au climat des planètes très obliques. Alors, dites-moi si le concept d'obliquité ne vous parle pas. C'est l'angle que fait l'axe de rotation de la planète avec son plan orbital. Donc, pour la Terre, ça fait 23 degrés et c'est ça qui donne les saisons. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était les planètes très obliques. Donc, on en a, je ne dis pas de bêtises si je dis qu'on n'en a qu'une dans le système solaire qui est Uranus, qui a une obliquité proche de 90 degrés, très extrême. Quand cette obliquité est très importante, vous avez des saisons extrêmement marquées. Alors, je vais juste très brièvement, pour préciser ça, partager mon écran. Alors, attendez que je fasse ça. Excusez-moi. Voilà, donc là, vous voyez des séries de courbes. Hein. N'ayez pas peur, ne fuyez pas. Simplement, ce que ça donne ici, c'est la moyenne de l'insolation, la quantité de lumière, si vous voulez, de flux radiatif qu'on reçoit de l'étoile, en fonction de l'obliquité, quand vous la moyennez sur une année. Donc, nous, on est à peu près à 23 degrés d'obliquité, donc on a une courbe qui fait comme ça. Et bien sûr, comme vous le savez, on a en moyenne plus d'insolation à l'équateur et moins d'insolation au pôle. Ça, c'est assez logique, c'est assez intuitif pour nous. Par contre, si l'obliquité dépasse environ 50 degrés, donc si vous avez environ 50 degrés, en moyenne sur une année, l'équateur et les pôles reçoivent la même quantité de chaleur. Et si l'obliquité est plus importante que ça, en fait, les pôles deviennent les endroits en moyenne les plus chauds de la planète et les tropiques, donc l'équateur et la zone autour, deviennent la zone la plus froide. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui se voit de façon très spectaculaire sur Uranus, mais si on avait une planète de type terrestre avec des océans, ça pourrait être assez spectaculaire. Et c'est ça qui m'a intéressé, et notamment de voir à l'époque, c'était de comparer des résultats qui avaient été obtenus par un groupe avec un modèle climatique et de ce qu'on obtenait avec le modèle qui est développé au laboratoire de météorologie dynamique à Jussieu. Et notamment, les auteurs avaient classifié les climats de ces planètes en différents climats. Alors, vous avez l'aquaplanète, où dans tous les cas, ils ont étudié, comme moi au départ, une planète entièrement couverte d'océans, donc il n'y a pas de continent. Et vous avez deux cas extrêmes, qui est l'aquaplanète, où l'eau est tout le temps liquide partout, il n'y a pas de glace, donc c'est un climat plutôt chaud. Et vous avez la cryoplanète, où la glace est là partout. Et entre ces deux états, si vous avez votre planète trop près ou trop loin, vous avez des états qui sont ce qu'ils ont appelé la quasi-cryoplanète, où en fait, vous avez un océan qui apparaît au pôle en été. Donc ici, dans l'été de l'hémisphère nord, vous avez un océan qui apparaît et puis qui est à nouveau pris par les glaces, comme notre océan polaire à nous, sauf que là, vous avez la planète qui est entièrement prise par les glaces. Vous avez juste un océan polaire qui apparaît. Et de la même façon, vous avez un océan polaire qui apparaît en été dans l'hémisphère sud. Et vous avez la
la planète sans calotte polaire, où là, vous avez une région équatoriale couverte de glace, mais vous avez des océans polaires permanents. Et donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ces deux états-là, ces états d'océans polaires, soit saisonniers chauds et puis qui refroidissent l'hiver. Et c'est là que je me suis dit que notamment, il y avait une possibilité intéressante à explorer par la science-fiction. Là, c'est peut-être la frustration du scientifique qui ne peut pas aller beaucoup plus loin avec ses outils, de se dire une planète qui évolue comme ça, avec une zone quasi infranchissable de froid et de glace à l'équateur, on doit avoir deux régions complètement isolées qui pourraient avoir eu des évolutions complètement différentes, voire pourquoi pas des formes de vie différentes, voire des civilisations différentes. Et je me suis dit, ce serait assez super d'explorer ça, mais je ne l'ai pas me lancer dans l'écriture de ça. Ça, c'était juste un diagramme pour justement voir dans quels états on allait trouver ces différents effets. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, ce n'est pas très intéressant. Je vais m'arrêter là pour le partage. Et donc, on a commencé à en parler avec JC. Et simplement, la première chose qu'il a fallu identifier, c'est que, en fait, c'est ce qu'il a dit dans son exposé, si on veut avoir une planète qui a une forte obliquité, eh bien, il ne faut pas qu'on soit dans un régime où les interactions de marée entre l'étoile et la planète vont ramener cette obliquité à zéro. Et ça, c'est ce qui va se passer quand les planètes sont trop proches de leur étoile. Donc, en fait, on a plusieurs paramètres. On veut avoir de l'eau liquide. Donc, on veut être ni trop près ni trop loin de l'étoile. Mais si on est sur des étoiles peu lumineuses, la planète va être très près de l'étoile pour avoir cette température et les forces de marée vont synchroniser la rotation de la planète et vont réduire cette obliquité à zéro. Donc, il fallait une planète, disons, de type solaire ou plus massive. Et ça a commencé à contraindre le problème. Après, Jean-Christophe avait des idératas sur l'année. Donc après, j'ai dû trouver un type d'étoile qui colle avec mes simulations pour bien être dans le domaine d'insolation qui donnait le régime qu'on voulait et avec toutes les contraintes. Donc là, après, j'ai un petit peu tâtonné. Puis j'ai fini par trouver un état qu'on a gardé parce qu'il y avait aussi la composition de l'atmosphère. Donc, on ne voulait pas que ce soit une Terre exacte, donc la pression est plus faible à la surface de la planète. La gravité est différente, donc tout ça, ça joue sur le climat. La rotation est un petit peu différente, ça joue aussi sur le climat. Donc, il fallait vérifier que c'était bien stable par rapport à tout ça. Et enfin, donc bien sûr, rajouter ensuite la topographie. Donc, il l'a dessinée et on l'a numérisée pour l'inclure dans la simulation. Donc, c'est une œuvre d'art qui est devenue un continent numérique dans la simulation. Et enfin, à la fin, pour pouvoir lui donner des zooms, si vous voulez, sur des climats de certaines régions, j'ai lancé au final une simulation à très haute résolution spatiale, c'est-à-dire où la grille est très bien définie, en espérant, croisant les doigts à nouveau pour que les résultats ne soient pas tout changés, parce que c'est quelque chose qui peut arriver si le modèle n'est pas assez bon. Eh bien, en l'améliorant, on peut se rapprocher d'un état plus réaliste. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire là-dessus. J'avais, je pense, un autre point. Oui, le fait de faire des simulations à haute résolution, c'était aussi pour faire des jolies images. Parce qu'on a le projet de rajouter au roman un petit livret qui va expliquer la science de la planète. Et donc, il fallait qu'il y ait des visuels aussi assez sympas qu'on puisse extraire de ça. D'ailleurs, on a ici parmi nous Émeric Spiga du laboratoire de météorologie dynamique à Jussieu qui a fait une suite d'outils en Python pour visualiser les sorties des GCM et que j'ai utilisé. Et donc, certains des graphiques qui sont là ont été faits grâce à ce programme de visualisation. Donc, voilà je ferme ma parenthèse un peu longue, désolé, de la mise en équation de Kyklos. JC veut parler, Franck. Ah, JC, ton micro. Ah, il ne m'entend pas. JC, il faut couper, il faut mettre ton micro. Si voilà, ça va mieux là. C'est bon ? Ok, nickel. Ouais, je précise juste une chose aussi. Au début, quand même, la planète s'était mal barrée, hein, Franck. Il y a eu un premier truc où toute l'eau s'était évaporée dans une des premières simulations.
Et je crois qu'il y en a eu une autre aussi où tout était devenu glaciaire avant d'arriver à quelque chose de stable. Ça ne Oui, s'est pas fait du premier coup, quoi. Mais ça nous fait pas peur, ça. c'est On a ce que l'habitude. j'allais dire, ça, avec Jérémy, Émeric, tout ça, des planètes, on en a détruit plein. Ah oui, oui, non, mais comme on disait quand on a démarré ça donnait l'impression d'être devenu Dieu, quoi. Et si Franck a fait une erreur dans sa simulation, est-ce qu'il faut réécrire tout le roman? Absolument. Oui. Mais alors, je peux déjà, alors c'est très important la remarque que tu fais, Émeric, parce que déjà, ma simulation, je pense que je le savais dès le départ, elle est fausse parce que mon modèle d'océan n'est pas assez réaliste. Donc ça m'a posé éventuellement un problème au départ. Et puis, je me suis dit que de toute façon, il y a beaucoup d'approximations dans ces modèles. Et ça, mais c'est quelque chose que j'écrirai dans le livret. C'est-à-dire que on pourrait faire… alors, j'avais un modèle d'océan plus performant, comme tu le sais, mais il aurait fallu que je lance le code en simple processeur, pas en parallèle. Et j'étais effrayé à l'idée d'avoir des simulations qui durent des semaines. Donc, il est faux déjà. C'est une fiction avec ses failles aussi du point de vue scientifique. Franck, j'ai une question pour toi, dis-moi. Ce type de planète avec des grandes obliquités, si je ne dis pas de bêtises, on ne sait pas trop comment ça se forme et souvent, certains disent que c'est dû à des impacts en particulier, donc un aspect catastrophique peut-être associé à la chose. Ben, je vais retourner la question. Comment tu formes une planète sans impact? Ouais, mais disons un impact après avoir formé la planète en tant que telle. Enfin, quelque chose de tardif, un impact tardif. Oui, alors simplement, alors ça, je pourrais tout à fait laisser préciser Sean, qui est spécialiste de ça. En fait, dans la croissance des planètes telluriques, il y a une phase, on va dire, où il y a une accrétion de petits corps avec des impacts modérés, mais la fin se passe par des impacts géants, c'est-à-dire des petites planètes qui se rentrent les unes sur les autres. Et dans les simulations, on a vraiment une gamme très variée d'obliquité dans les planètes qui sont formées. Simplement, après le système, les marées vont changer tout ça. Par exemple, dans le système solaire, Vénus et Mercure ont oublié leur obliquité initiale. La Terre aussi, à cause de l'influence avec la Lune. Dans les planètes telluriques, il n'y a que Mars qui a gardé son obliquité d'origine. Et encore, non, c'est faux, puisqu'en fait, Mars a une obliquité variable, chaotique, qui passe quasiment de 0 à 90 degrés. Donc Mars a eu par le passé des climats comme ceux de Kyklos, simplement n'a pas le réservoir d'eau pour l'exprimer de façon climatique. Donc tu me dis, Sean, si j'ai dit des bêtises, mais ces impacts géants qui vont jouer beaucoup sur l'obliquité, ils sont un peu inévitables dans la phase de formation planétaire. Oui, juste très vite pour dire que oui, tout ce que tu as dit, c'est bien. Il y a de l'évidence pour les impacts géants, ça vient même des obliquités, par exemple. L'obliquité d'Uranus et Neptune, on pense que ça vient des impacts et tout ça. Donc, oui, je suis d'accord. Mais comme tu le disais sur la fin, pour expliquer Mars, on sait que l'obliquité de Mars, elle vient d'autre chose. On n'a pas forcément besoin d'impact géant pour faire une obliquité forte. Oui, tout à fait. Enfin bon, ça. Natacha, je te redonne peut-être la parole. Il y a peut-être des questions pour JC aussi. Je ne sais pas si tu parles, Natacha. Est-ce que vous avez des questions pour JC Gabdi, d'autres ou pas? Ou est-ce qu'on passe à Émilie? Moi, Jérémy qui lève la main. Ouais, moi j'avais juste une petite question, justement, on parlait de camisole ce matin. Est-ce que cette camisole, justement, est-ce qu'elle t'a aidé ou est-ce qu'elle a été… J'ai l'impression vraiment qu'elle t'a aidé finalement en mettant un cadre à l'histoire ou est-ce que des fois tu te disais ah, c'est chiant quand même, j'aurais voulu faire ça et je peux pas parce que… Alors, ça a été une camisole au début sur un point. Il fallait que l'histoire soit à la fois intéressante sur le plan humain, au niveau des personnages, de ce qui leur arrive, et intéressant pour la planète. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit un planète opéra.
Donc, c'était un défi un petit peu d'avoir plusieurs niveaux d'intérêt. Mais une fois que… Donc, en fait, pour faire simple, hein, j'ai fait deux premiers jets d'histoire que j'ai jetés à la poubelle. Ça n'allait pas. Et puis, au troisième, une fois que c'est parti, c'était plus du tout une camisole, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais rentré dans la planète et que j'avais eu suffisamment de données de la part de Franck, de simulation et autres, bah, c'est bon, j'étais rentré dans la planète, j'avais compris, on avait échangé, on a quand même échangé pas mal, et la suite est venue tout seul. Bon, s'il refaisait toutes ces analyses en me disant que c'est faux, il faudrait que réécrive une partie. Mais on a joué en fait sur deux choses, c'est-à-dire sur les simulations qu'il a fait et sur toute la liberté que j'avais à côté. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où il y avait tellement de liberté que de toute façon, ce n'était pas gênant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais… Si, c'est très bien, merci. Okay. D'autres questions pour… Il y a Émeric qui avait une question. Je ne sais pas s'il peut mettre son micro, sinon je lirai ça. Ouais, c'est bon. Ma question est la suivante. Quand ils arrivent à proximité de cette planète, est-ce qu'ils disposent de modèles atmosphériques pour prédire ce qui va s'y passer ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode découverte, on va explorer la planète? Alors, en fait, c'est le vaisseau qui arrive est composé d'abord, l'équipage est composé de scientifiques. Ils sont équipés de ce qu'il faut pour pouvoir faire des analyses à distance, explorer. Ils ont des drones en quantité suffisante, des robots d'exploration, etc. Ils tombent par hasard sur Kyklos, mais à la base, c'est un vaisseau d'exploration. Pas spécialement prévu pour se poser sur une planète. D'ailleurs, le vaisseau ne se pose pas sur une planète, l'équipage simplement y descend. Mais ils sont équipés suffisamment de moyens pour se dire finalement, effectivement, on peut y aller, il y aura telle condition, etc. Ils ont de quoi analyser. Et ce sont des scientifiques. C'est-à-dire que les études qu'ils font sont relativement poussées, ce qui me permet d'utiliser aussi ce que j'ai reçu comme élément et de pouvoir les mettre en avant. C'est-à-dire que tout le support qu'on a défini, toutes les caractéristiques de la planète et du système peuvent être mises en avant au cours des explications, au cours des dialogues, des échanges, des affichages de leur système d'analyse, de leur scanner à ce niveau-là, sans que ça devienne un monstre, c'est-à-dire qu'on ne passe pas non plus 15 heures à parler des caractéristiques physiques ou climatologiques de la planète, on va pouvoir les passer au milieu sans difficulté, enfin j'espère. Super. Et Émeric, tu avais aussi une question sur le choix d'avoir mis une bande de terre à l'équateur. Oui, mais là, JC a répondu dans le chat. Voilà. D'accord, parce que je voulais commenter là-dessus, parce que c'était un petit peu une divergence en fait entre… Au départ, oui. Au départ, non, enfin, ça reste le roman, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'y passe dans le détail. Mais moi, quand je suis arrivé avec cette idée-là, j'aimais bien la pureté du côté d'Aquaplanet et que justement, la bande infranchissable était juste une bande de climat très froid et de banquise très épaisse. Il n'y avait pas besoin d'y mettre des montagnes. Et je trouvais au contraire que rajouter une bande de terre qui suivait justement cette région équatoriale froide, ça avait un côté coïncidence ad hoc un peu inutile. Mais après, voilà, je lui ai juste demandé qu'il maltraite un peu cette bande pour qu'elle ne ressemble pas trop quand même à un anneau et de rajouter quelques continents un peu ailleurs. Sinon, je trouvais la chose trop ad hoc. À moins que Jérémy pourrait nous dire qu'il y a les moments d'inertie de la planète favorisent l'établissement de ce type de continent, ça je ne sais pas. Mais voilà, là il y avait eu une petite divergence, mais il a le final cut, c'est pas ma planète. Si
s'il y a un anneau de continent sur une planète, il y a de grandes chances qu'il soit à l'équateur. Il aurait du mal à être autre part, du C'est point ce de que vue de la j'avais physique. dit, c'est ce que j'avais intuité, mais je n'étais pas allé beaucoup plus loin. Là, tu parles de trucs genre True Wonder True Polar Exactement. Wonder, ouais, de mouvement Exactement. du pôle, d'accord. ouais. Ah ouais. Si tu mettais un anneau à un autre endroit, bah, l'orientation de la planète changerait jusqu'à mettre l'anneau vers l'équateur. Bah moi, un anneau de topographie à l'équateur, je trouve ça assez cool, hein, parce qu'il va y avoir des convergences de vent, il va y avoir des gros nuages, des tempêtes, donc ça c'est bien ça. Oui, mais la banquise a une influence là-dessus. Ouais, Parce absolument. qu'il y a en kilomètres, l'anneau de banquise est extrêmement important. Et donc, ça influe sur les vents, justement, à ce niveau-là. C'est ce qu'on a regardé aussi. Moi, j'étais parti aussi en me disant, il y aura beau. Et puis, Franck a vérifié, m'a dit, oui, mais effectivement, ça a une influence non négligeable. Ce continent à l'équateur, il est recouvert de glace ou pas? Non. Ben, il y a de la terre, il y a de la glace, mais pas tant que ça, puisque l'humidité est un peu piégée par la banquise tout autour. Donc, il y a relativement peu de... Il y en a, mais pas autant que sur la mer. Ça, c'est assez joli, c'est-à-dire qu'en fait, la zone de froid, elle est très étendue. Et en fait, l'air qui arrive au niveau de la zone de terre, il est très asséché et donne lieu à très peu de précipitations. Il y en a, notamment sur certains sommets. Il y a des sommets, il y a des neiges éternelles sur les sommets, il y a des choses comme ça. Mais effectivement, l'air qui arrive à l'endroit où il pourrait se condenser est très sec. Dans la simulation, avec les approximations qu'il y a, et voilà, ce n'est pas une étude non plus il faudrait réunir des scientifiques et pour voir probablement les défauts que peut avoir cette simulation aussi. Mais c'est comme ça dans la simulation. Bien. Je voulais juste vous dire que je suis sur une urgence. Là, j'ai un problème de lien pour une visioconférence demain pour la Maison des Sciences. Donc, je suis en train de le régler. J'en ai pour 5 minutes. Émilie, est-ce que vous pourriez donc maintenant, je ne sais pas si vous avez préparé quelque chose, une petite intervention, ou est-ce que vous voulez discuter à bâton rompu sur votre rapport aux sciences Je n'ai rien préparé, mais on peut discuter. Voilà. Donc, vous voulez vous lancer Oui, par rapport aux questions que j'ai peut-être? Je vous les redonne. Allons-y. Bien. Alors, première question, quel est votre rapport à la science et aux sciences? Est-ce que c'est pour vous une source d'inventivité ou de créativité? Alors, déjà, je voulais commenter la présentation de JC. Je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière dont vous avez collaboré pour faire le world building là, avec cette planète qui a l'air quand même bien conçue. Pour ma part, je ne fonctionne pas du tout comme ça. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas fonctionné comme ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Sinon, mon rapport aux sciences, donc, Franck, tu disais que tu venais d'une famille où tu avais une maman littéraire et un papa plutôt scientifique. C'est un petit peu mon cas, en fait. Dans ma famille, on a soit des littéraires, soit des scientifiques. En général, c'est plutôt des docteurs. Je suis la seule à ne pas avoir fait d'études longues. Donc, c'est plutôt des tronches, en fait. Et moi, je suis la rebelle qui a refusé de faire des études. J'ai lâché la prépa littéraire, je suis partie faire de la photo. Enfin bon, voilà, j'étais celle qui a rué dans les brancards. Donc, je pense que ça influence un petit peu mes centres d'intérêt, forcément. Pourquoi la science-fiction aussi? Du coup, forcément, étant dans un milieu comme ça qui s'intéressait à la fois à la littérature et aux sciences, il lisait de la science-fiction autour de moi, de la BD, des trucs comme ça. Donc, ça m'a imprégnée. Sinon, donc, par rapport à la construction d'une histoire, donc, pour mon premier roman, Les Oubliés du Shtar, la science, je ne m'en suis pas du tout préoccupée. C'est un univers qui est très proche de la fantasy. Il y a des questions, je pense, qui relèvent de la SF dedans, mais je ne me suis vraiment pas inquiétée de savoir si c'était plausible ou pas. On était plus dans un univers à la Star Wars. Pour le deuxième roman, Quitter les monts d'automne, en revanche, ça a été complètement différent. Et je suis partie d'une idée plutôt littéraire.
Et là, j'ai été très intéressée par la présentation qui a été faite par Julien tout à l'heure, quand il parlait de la vision de, je ne sais plus comment il s'appelle, Al Clément, voilà, qui définissait un petit peu ce que devait être la science-fiction, la démarche science-fictive, parce que c'est sans avoir connaissance de ça, c'est la démarche que j'ai eue en fait. Donc l'idée de base, c'était d'avoir une lignée de conteuses avec une mémoire transmise de génération en génération. Donc j'aurais pu en faire un truc complètement fantasy sans chercher à comprendre et sans chercher à creuser, mais je trouvais que c'était trop facile ou pas assez stimulant en fait. Donc j'ai un petit peu réfléchi, j'ai essayé d'imaginer comment on pouvait rendre ça plausible. Alors j'avais des notions de biochimie, de chimie cellulaire, des choses comme ça. Donc j'avais pensé à la mitochondrie qui vous le savez, a un ADN un peu particulier. Et je me disais, est-ce qu'il est possible de caser une mémoire, enfin des informations en fait génétiquement transmissibles sur ce petit brin d'ADN? Je ne savais pas trop parce que mes connaissances n'étaient pas assez poussées. Donc déjà à ce niveau-là, j'ai demandé conseil à un biochimiste, un scientifique, un microbiologiste en fait, pardon. Et on a bien discuté, c'était lors d'une convention de science-fiction d'ailleurs. Et donc, de ces échanges, j'ai pu affiner un petit peu l'idée de base. Et ensuite, l'autre idée importante pour structurer le roman, c'était que je voulais que cette information ne soit pas accessible, qu'elle soit cachée, donc qu'elle soit chiffrée. Et il se trouve que dans mon entourage proche, mon mari en fait, et il travaille dans la sécurité informatique. Et donc, j'ai droit tous les soirs à 23h, c'est son heure. J'ai droit à des cours sur la sécurité informatique, des trucs, je ne comprends rien. Et lui, ça l'éclate. Bon, il y a quand même des choses qui infusent. Donc, il m'a énormément aidé à réfléchir sur cette question. Et l'idée la plus simple, ça a été d'avoir recours au principe du chiffrement par OTP. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Pas du tout. C'est une technique de chiffrement, c'est le one-time pad ou la technique du masque jetable, ou je crois qu'il y a un autre nom en mathématiques, mais moi je ne suis pas du tout mathématicienne, c'est le chiffre de Vernam, je crois. Donc en fait, c'est une technique qui est imparable en fait en informatique. JC, tu connais peut-être, toi qui es informaticien? Pardon, oui, je connais. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir, quand on a un texte en clair en fait, il faut pour pouvoir le chiffrer sans que ce chiffrement puisse être cassé, il faut une clé qui soit premièrement aléatoire. Je simplifie, hein, c'est ce que j'ai compris, aléatoire, donc générée aléatoirement, et qui soit de la même longueur, voire plus que le message. Et partant de là, en fait, c'est impossible c'est impossible de décrypter le message. Voilà. Et donc, dans l'histoire de Quitter les monts d'automne, en fait, alors donc la difficulté en fait avec cette technique de chiffrement, c'est qu'il faut pouvoir transmettre la clé par un autre moyen, séparément du message. Parce que sinon, évidemment, si on a la clé, n'importe qui peut déchiffrer. Et donc, dans Quitter les monts d'automne, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en fait, c'est vraiment la structure même de l'intrigue est basée sur ça. En fait, on a le personnage qui porte une clé, il porte la clé, et le message, le message à déchiffrer, décrypter, comme on dit, est difficilement accessible en fait. Et toute l'intrigue est basée et construite en fait sur cette idée-là en fait. Donc, on peut dire que des notions scientifiques et techniques se sont intriquées en fait à des notions littéraires qui m'ont inspiré à la base pour générer l'histoire. Oui, ça s'est construit comme ça. Super. Je vais remplacer un peu Natacha le temps qu'elle revienne. C'est marrant ce que tu disais. D'ailleurs, tu utilisais le mot intriqué là. Et dans ces méthodes de chiffrement, il y a toujours le problème de transmettre la clé. Comment on fait pour transmettre la clé? Et actuellement, c'est tout un champ d'études qui est d'utiliser l'intrication quantique justement pour transmettre une clé en étant sûr que si elle arrive, c'est qu'elle n'a pas été déchiffrée, qu'elle n'a pas été interceptée. Les Chinois, par exemple, sont très en avance et ils arrivent à faire ça par satellite. Et voilà, c'est un développement récent d'une technique
de chiffrement ancienne, mais qui est vraiment à la pointe de la recherche en cryptographie. Oui, si jamais il y a interception, on le sait immédiatement en fait. C'est ça, en fait, on ne reçoit pas le Ouais. photon qui porte cette information. Voilà. Je vois que Natacha est revenue. Sinon, moi, je peux juste dire qu'avec Émilie, on a interagi sur le terrain de la science au service d'un roman. Je ne vais pas donner des détails, mais c'était surtout, alors on avait interagi mais un tout petit peu sur le roman dont tu parles, c'était pas grand-chose. Là, un peu plus en amont d'un roman, c'était sur des calculs de temps. Donc, je ne sais pas si Nikos Prontzos est toujours là. Ça, c'est des choses qu'il a beaucoup fait. Là, c'était sur un voyage interstellaire, comment l'envisager, phase d'accélération, phase de décélération, quelle durée pour atteindre un système stellaire proche, quel décalage temporel entre la Terre et les occupants du vaisseau, quelle énergie pour ce voyage-là. Donc ça, c'était des calculs assez simples, mais toujours très intéressants à faire, des calculs de relativité restreinte. Voilà. Tu peux en dire plus, tu peux commenter. Oui, oui. Non, donc pour quitter les monts d'automne, c'est juste la séquence en fait où l'héroïne et ses compagnons vont quitter la planète par une sorte d'ascenseur spatial entre guillemets, mais qui fonctionne avec la magie, on va dire, de l'antigravité. Mais je voulais quand même que ce soit réaliste et je me demandais combien de temps on pouvait mettre pour quitter la surface d'une planète, disons, avec une gravité de 1G, un peu comme la Terre, et atteindre dans l'espace une station qui se situerait à environ 400 km de hauteur comme l'ISS, en fait. Et je n'avais vraiment aucune idée. Est-ce que ça prenait 3 jours? Est-ce que ça prenait une demi-heure? Aucune idée. Et donc, Franck m'a aidé un petit peu avec ses calculs à donner une durée qui soit réaliste, ce qui m'a permis de ne pas raconter trop d'âneries sur cette scène-là. Ensuite, pour les calculs de durée de voyage à vitesse relativiste, donc ça c'est pour le roman sur lequel je suis en train de suer sang et eau actuellement. Donc effectivement, moi, je partais encore une fois sur une idée complètement loufoque, d'un voyage qui durerait 2000 ans. Mais en discutant avec Franck et en voyant ses calculs, je me suis dit, mais non, en fait, 2000 ans, c'est pas ça. Donc, la durée du voyage a été fortement réduite à 27 ans. Et je me suis dit que de toute façon, ce serait plus réaliste parce que j'imagine mal des gens, à moins que ce soit une société extrêmement évoluée, s'embarquer pour un voyage de 2000 ans. Quand même, ça a des conséquences en termes humains, qui sont des conséquences importantes. Donc, je ne suis pas certaine que des scientifiques, même aussi passionnés soient-ils, soient prêts à s'engager dans ce genre d'aventure. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais... Alors, juste, je t'avais déjà fait la remarque, et puis Nico Prontzos qui vient d'arriver, il pourra commenter, il a écrit un livre là-dessus. Quand tu dis que c'était un peu stupide un voyage de 2000 ans, pas du tout. Pas du tout, parce que plus on va raccourcir le voyage, ce qui est autorisé par la physique, mais par contre, ça va avoir un coût énergétique phénoménal, comme tu l'as vu dans les calculs. Donc, en fait, il y a toujours eu la relativité, elle offre cette possibilité d'un voyage très court, disons, par rapport aux vaisseaux générationnels qui mettent des siècles ou des millénaires. Elle offre la possibilité d'un voyage très très court vers les autres étoiles, mais même vers d'autres galaxies. Mais par contre, à des coûts énergétiques absolument prohibitifs que l'on envisage, que l'on ne sait même pas envisager. Donc il y avait un compromis un petit peu, il y avait un compromis en imaginant simplement, on imagine une méthode pour convertir la masse en énergie et on regarde combien de masse on aura besoin d'emporter pour transférer la masse qu'on veut transférer. Et puis voilà, quelques décennies, c'est quelque chose qui te convenait aussi pour ton histoire. Mais ça a un coût, ça coûte beaucoup moins cher en énergie et c'est beaucoup plus envisageable de faire voguer un vaisseau vers une autre étoile en des siècles ou des millénaires. Ça m'a semblé moins réaliste sur le plan humain, en fait. Ah, voilà, mais ça, voilà. C'est autre chose, oui, bien sûr. Voilà. Alors, justement, c'est bon, oui, tout le monde m'entend. Justement, Émilie,
Moi, je vais revenir un tout petit peu à la littérature, hein, puisque vous avez parlé de la notion de réalisme. Donc, par rapport aux questions en fait, que je posais au début de la présentation. Donc, en fait, est-ce que, en tant que… D'abord, pourquoi est-ce que vous avez écrit finalement, vous êtes lancé dans la science-fiction? Donc, est-ce que vous vouliez vraiment injecter dans vos romans cette notion de vraisemblance ou de réalisme donc scientifique? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre démarche, et est-ce que vous vous rapprochez finalement de la hard science fiction, ou est-ce que vous souhaitez vous inscrire finalement dans un autre type de science-fiction, puisque tout à l'heure Julien parlait justement de délire technologique, comme chez Ballard par exemple. Vous voyez, donc finalement quelle démarche littéraire vous envisagez, et dans cette démarche littéraire, quel va être ce rapport à la science? Alors, justement, la présentation de Julien m'a ouvert les yeux sur ces deux approches très différentes, et ça m'a fait prendre conscience que j'y suis allée sans vraiment réfléchir. Je ne me suis pas dit: «Je vais aller dans cette démarche ou autre». Je suis allée vers ce qui m'amusait le plus, en fait. Donc, je trouve ça amusant de jouer avec des notions scientifiques dans la limite je vais dire, de mes connaissances et de mes… Mais par contre, c'est vrai que je suis, en tout cas pour le deuxième roman, je suis à cheval un petit peu sur les exigences du premier, Al Clément, et les centres d'intérêt du second. Je suis vraiment, en fait, je me suis dit, je suis vraiment sur les deux créneaux. Alors, peut-être que je suis plus attirée quand même par des explorations plus psychologiques quand même, plus du côté de Ballard, s'il faut que je me positionne. Mais sans Donc, pour autant… serait peut-être un arrière-plan, hein, où vous verriez ça comme un décor ou un cadre, non, plutôt un cadre plutôt qu'un décor. Donc, un cadre réaliste qui vous permettrait de faire autre chose, d'avoir un autre projet par rapport à votre création. Alors, ça permet de poser un cadre à peu près réaliste, mais pour quitter les monts d'automne en particulier, mais je ne sais pas si je vais refaire la même expérience pour le prochain, il y avait vraiment le côté, je veux que le lecteur puisse refaire tous les calculs, parce qu'il y a des calculs dedans, refaire l'analyse, etc., et retomber sur des notions scientifiques valides, même si après il y a des extrapolations à partir de là, parce que j'imagine qu'il y a un chromosome supplémentaire ou des choses comme ça pour porter l'information transmise génétiquement. Donc, je voulais que les lecteurs avertis, on va dire, puissent aussi y trouver leur compte. Mais en même temps, je voulais que ce soit suffisamment fluide pour que le lecteur qui soit complètement novice dans ces domaines-là puisse prendre son pied, en fait, simplement sur le plan littéraire, en fait. Je voulais vraiment être juste sur les deux tendances. Oui, alors après, à l'avenir, je sais… Je pense que c'est une préoccupation vraiment importante, ça, des auteurs de science-fiction, c'est-à-dire proposer un cadre tout à fait réaliste, scientifiquement parlant, et dans le même temps s'adresser à tout le monde, parce que on ne va pas se cacher, quand on est sur de la hard science fiction, comme par exemple les romans de Greg Egan, c'est une lecture qui est parfois difficile, qui n'est pas accessible à n'importe quel lecteur. Donc, on verra d'ailleurs, ça fera peut-être le pont avec Laurent Jeunefort, mais ça, c'est une préoccupation, je pense, importante, et ça, c'est une donnée évidemment plus littéraire que science-fictionnelle, dans tous les cas. Mais évidemment, c'est important de faire cette remarque par rapport à votre inventivité, par rapport à votre projet littéraire. Et puis, dernière question quand même que je voulais vous poser. Donc, on dit souvent que les bons écrivains, ou ceux qui se lancent évidemment dans cette carrière, ce qui est votre cas, sont aussi de grands lecteurs. Donc, au final, est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont influencé ou qui vous ont donné envie finalement de vous lancer dans cette carrière? Alors, à ma grande honte, je dirais que j'ai lu beaucoup, mais j'ai un parcours littéraire classique. Et pas de science-fiction, à part les BD, tout ça qu'il y avait à la maison. Par contre, j'ai lu beaucoup de BD, j'ai lu beaucoup de dessins animés, tout ça. La littérature de science-fiction, je l'ai découverte vraiment, vraiment tard, en fait. Donc, j'essaye de rattraper mon retard. Il y a des auteurs que j'admire et qui certainement m'inspirent.
Vous parliez de Greg Egan. Greg Egan, je le trouve un peu ardu. Oui. Mais j'aime énormément Ted Chiang, par exemple, parce Oui. que je trouve qu'il combine vraiment parfaitement à la fois l'émotion, le vertige philosophique et une connaissance quand même très étendue des sciences et de l'histoire des sciences. C'est juste passionnant, en fait. Il est bien sur le point d'équilibre, je trouve. Sinon, il y a d'autres auteurs qui m'inspirent. Laurent, par exemple. J'admire beaucoup Laurent Genefort. Donc, vous pouvez lui dire, hein, Émilie, il n'y a aucun problème. Hein. Non, je lui ai dit, mais il le sait. Hein. C'est super gentil. Et JC, il faut que je te lise. Voilà, j'ai téléchargé ton bouquin, je vais le lire. Enfin, La gueule des vers. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Émilie Kerbalek? Ou non, ou Franck, peut-être des remarques à faire. Et puis, on va passer à Laurent Genefort ensuite. Franck, c'est bon? Oui, pour moi, c'est bon. Je ne sais pas, peut-être que JC, tu voulais intervenir peut-être de façon plus générale sur ton lien à la science et de la même façon, comment tu… Les lectures, oui, bien sûr. Alors, en termes de lecture, alors, je suis un peu éclectique. C'est-à-dire que je lis tout depuis toujours. Donc, je lis aussi bien des romans que des biographies, des essais, de l'histoire, des polars, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Donc, j'ai un rapport avec la littérature qui est un petit peu tordu, quoi, entre guillemets, dans le sens où je n'ai pas un genre qui me plaît plus que les autres. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième, effectivement, je n'ai pas eu une mère littéraire et un père scientifique, mais mon père était ingénieur. Donc, j'ai aussi eu pas une formation, mais une initiation à ce genre de choses, ce qui fait d'ailleurs que j'avais fait un petit dossier là-dessus en me disant qu'un auteur de SF, il touche à la fois la science, plutôt les sciences, si on veut être complet, parce qu'il n'y a pas simplement effectivement les planètes, les voyages dans l'espace, mais il y a les problématiques sociales, il y a les problématiques humaines, il y a la biologie, bon, bref, on touche à tout ça. Et puis on touche aussi un peu à l'ingénierie, parce que quand on est en train de décrire un vaisseau, quand on est en train de décrire une cité, etc., c'est bien joli de la décrire, mais on va essayer d'être un peu vraisemblable, qu'elle puisse tenir le coup quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec, par exemple, un vaisseau, comme j'ai vu décrit une fois dans une nouvelle qu'on m'a fait passer, qui avait tellement de points de fragilité que c'est impossible, quoi. Donc, et je comprends quand Émilie dit effectivement, elle est venue sur la SF tard, mais c'est vrai que le fait de lire tout un tas d'autres choses à côté, ça ouvre la voie à faire aussi des romans qui ont un aspect humain, c'est ce que je pense, hein, je me trompe peut-être, un petit peu poussé. Tu n'as pas un auteur en particulier qui t'aurait, tu vois, par exemple, comme Émilie, qui t'a vraiment marqué et qui t'a donné envie de te lancer justement dans l'écriture de romans? Si. Vas-y. J'adore ces mondes complètement fous. Alors, pas qu'il écrit bien, son style est un peu particulier, mais j'apprécie énormément le fait que la réalité n'est pas forcément ce qu'on voit. Et j'avoue que c'est un point très important aussi dans ce que j'écris. D'ailleurs, j'ai commencé par écrire des nouvelles en hommage à Philippe Cadic et à son univers. Pour moi, c'est un point important. Ce qui fait d'ailleurs aussi que j'adore les polars et ce genre de choses-là, quoi. Les polars, le roman noir, en particulier le premier que j'ai lu, ça a été Le Faucon de Malte et ça m'a marqué énormément, quoi. Ok, bien. D'autres questions ou d'autres remarques pour nos deux premiers intervenants? C'est bon? Oui, oui, c'était juste alors, plusieurs points.
Alors, d'abord sur Ted Chiang, j'ai juste mis le lien de. Alors, Ted Chiang, il est extraordinaire, mais il écrit très peu. Donc, à ma connaissance, il y a 2 recueils qui sont disponibles. Un qui est La Tour de Babylone, qui est absolument phénoménal, et un qui est sorti plus récemment, que je n'ai pas lu. Et je vous ai mis le lien sur le blog qui s'appelle L'épaule d'Orion. Et celui qui tient le blog, qui s'appelle Renaud Guillemin, qui devait être parmi nous aujourd'hui, qui est physicien au CNRS, et il est en manip au synchrotron à Saclay. Il fait des mesures, sur le synchrotron. Il vient de me dire que probablement il ne pourrait pas se connecter. Donc, en allant sur ce site, vous aurez à la fois le lien vers son blog et sur Ted Chiang, qui est un auteur que je recommande aussi. Et avant alors, je voulais aussi dire, puisque on parlait de Philippe Cadic et de son importance, on a parmi nous, mais il ne peut pas intervenir là parce qu'il est en sous-marin, il n'a pas le micro, il écoute juste, Laurent Kessy, qui a scénarisé une BD sur la vie de Laurent Kessy, que je vous conseille. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Elle est vraiment super. Cadic, tu veux dire Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, de Philippe Cadic. Laurent Kessy qui scénarise la vie de Laurent Kessy, c'est pour ça. Alors, il l'a peut-être fait aussi. Non, mais là, on est dans des mondes hallucinés. Excuse-moi, Laurent. Donc, qui a écrit une biographie en BD de la vie de Philippe Cadic et qui vient de superviser la sortie, c'est chez Gallimard, je crois, de l'intégrale. Je crois que JC là derrière lui, l'intégrale des nouvelles de Philippe Cadic qui viennent de. Elle n'est pas derrière moi, mais elle est dans la bibliothèque de l'autre côté. Voilà. Donc c'est une super occasion. Si jamais vous ne connaissiez pas Philippe Cadic, ces nouvelles, c'est une très très bonne façon d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître sa folie. Et avant de passer la parole à. Je crois que Émilie voulait dire quelque chose. Vas-y. Vas-y, Émilie. Du coup, Franck, j'aime beaucoup Ted Chiang et je me demandais, tu sais quel métier il fait, quelle est sa formation? Parce que c'est intriguant quand même, il a une telle connaissance des sciences, c'est juste époustouflant en fait. Ou ça reste mystérieux, ça reste caché derrière l'auteur. Je ne saurais pas te répondre. Et Laurent, tu sais, toi? Non. Non, par contre, je sais que Laurent Kessy est bien la réincarnation de Philippe Cadic. Donc, c'est bien la vie de Laurent Kessy qu'on a. Il n'y a aucun doute. Il doit rigoler là s'il nous écoute, ça doit être sympa. Ouais. Alors, pour faire la transition, c'est une question que j'ai pour. Vous pouvez y répondre, JC et Émilie, et puis je pense que Laurent pourra élaborer. C'est juste une remarque que quand j'étais plus jeune, j'avais envisagé d'écrire de la science-fiction. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était en fait cette fameuse camisole dont on parlait, cette contrainte. L'idée étant que la contrainte, pour moi, j'imaginais qu'elle allait me permettre d'être le premier spectateur de mon récit. C'est-à-dire que j'imaginais pas du tout écrire de la science-fiction comme quelque chose de très planifié, de très cartographié, mais de me poser un problème, alors qui peut être comment aller d'une planète à une autre, comme dans le roman de Hal Clement, comment aller de l'équateur au pôle, et de me dire, en fait, je suis face à un problème et je vais devoir imaginer des solutions et je vais en fait être mon premier lecteur et je vais découvrir en fait au fur et à mesure. Et je crois que c'est ça qui m'attirait. Je m'y suis essayé, mais je n'ai pas poursuivi. Mais en tout cas, c'était une question que j'avais pour vous. Est-ce que ça peut être un aspect de la science-fiction, c'est-à-dire de cette contrainte qu'on se rajoute, qui peut être créatrice en fait au niveau dramatique et qui peut vous permettre aussi de faire l'exploration au même titre que le lecteur. Voilà, je vous laisse répondre et voilà. Qui s'y colle? Personnellement, je ne fonctionne pas trop comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pars plutôt de... Je n'essaie pas d'aller vers un point particulier au départ. Le point va fluctuer en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc, j'ai une fenêtre, je dirais, mais ce n'est pas un problème à résoudre. C'est plutôt un cheminement cohérent
Et dans mon idée, c'est plutôt d'arriver à trouver d'une part des ressorts dramatiques et d'autre part un ensemble de détails que je vais laisser en route pour arriver à la fin. Donc, je me pose plutôt la question de dire, j'écris ça et puis là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que le lecteur devrait savoir que bon, ça c'est mon côté où j'aime bien les polars, je crois. Mais non, je n'ai pas trop cette idée d'aller vers un point spécial à un instant T, de résoudre un problème en tant que tel. Mais bon, c'est personnel. Émilie? Oui, ça dépend. Mais sinon, là, si je pensais à quelque chose. Oui, c'est une question piège. Mais oui, ça peut donner des éléments pour des ressorts dramatiques. Mais je pensais aussi à la texturation de l'univers, en fait, à donner vraiment de la réalité à l'univers qu'on va créer. Et donc, sans certaines notions ou connaissances scientifiques, on ne peut pas imaginer des choses qui soient… Enfin, on peut imaginer, mais on peut imaginer n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, là, donc, l'histoire que je suis en train d'écrire, il y a une partie qui se passe sur la Lune. Donc, j'ai regardé des vidéos, lu des trucs. Et donc, j'ai découvert, je ne savais pas, parce que je ne suis pas spécialiste du tout de la question, que la poussière sur la Lune est extrêmement fine et abrasive. Et donc ça, je me suis dit, bah, tiens, ça c'est un élément intéressant, il suffit que je mette ce détail, que je l'insère dans l'histoire, dans le décor, dans les descriptions, pour donner un certain réalisme à la scène que je suis en train d'écrire. Et voilà, c'est des petits détails aussi comme ça qui peuvent naître de la documentation en fait, et des échanges. C'est important en fait pour donner du relief en fait, à l'univers qu'on est en train de créer. Voilà, je crois que j'ai répondu à côté. J'aime beaucoup l'expression la texturation, c'est ça? Comment tu as dit? Oui, texturation. La texturation Donner de la texture, oui. Oui, non, mais texturation d'univers, c'est bien. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et d'autres remarques, Franck? Oui, moi j'ai une. Oui, Émeric? C'est Émeric qui parle. J'ai une remarque là-dessus parce qu'en fait, il y a aussi eu des simulations climatiques rétro, c'est-à-dire, par exemple, des scientifiques se sont amusés à simuler le climat de la Terre du Milieu pour voir est-ce que dans les livres de Tolkien, c'était réaliste ou ça voulait dire, etc., etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui, au final, étaient assez réalistes. Bon, bien sûr, il y avait des choses qui collaient pas, mais il y en avait d'autres, un certain nombre d'éléments qui étaient assez réalistes et que, en fait, Tolkien, tout en n'ayant pas de formation scientifique, en ayant un intérêt évident et puis aussi une capacité d'absorber ses lectures et le fait de se renseigner, ben, finalement, il est arrivé à des choses qui n'étaient pas si absurdes que ça au niveau scientifique. Donc, en fait, en lisant, en se renseignant et aussi en réfléchissant intuitivement à ce qu'on sait du climat de la Terre, etc., en extrapolant un peu, je ne dis pas qu'on arrive à des choses parfaitement justes, mais on peut arriver à des éléments qui sont plus fidèles que ce qu'on imagine en se disant que ça va forcément être faux, etc., etc. Donc, moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Et puis, c'est la même chose avec les proverbes de marins en météorologie. Il y en a un certain nombre qui, au final, ont été validés par des études de modèles, etc., etc. Et que si sur plusieurs siècles, il y a des proverbes qui sont restés, c'est que probablement ils correspondaient à une vérité qui statistiquement, au fur et à mesure des observations, est restée et que les proverbes les plus absurdes sont partis, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas complètement absurdes, mais voilà, avec de la connaissance intuitive accumulée, on peut arriver à des choses qui, au final, peuvent être quand même scientifiquement assez valides.
Oui, alors, juste pour rebondir, en fait, c'était pour répondre à la question de Franck. Euh, euh, je pense que par rapport à un scientifique, l'auteur de SF, en fait, je pense qu'on s'arrache de la réalité scientifique beaucoup plus tôt dans le processus de création qu'un prospectiviste ou qu'un scientifique. En fait, je pense que le pas de côté, il est là. Il est dans le fait qu'on n'a pas de compte à rendre à la réalité, en fait. Et c'est pour ça que c'est de la fiction et que on met une goutte de fiction dans du vrai, on a 100% de fiction. On me demande de temps en temps quelle est la part de la science et de la fiction. Je réponds souvent 50% de science, 100% de fiction. À partir du moment où on en met un petit peu, ça envahit tout. Donc on n'est pas comptable, contrairement justement aux prospectivistes qui vont tirer un trait à partir d'une réalité, par exemple de la réalité contemporaine, et ils vont justement prendre racine dans le réel. Nous, non. On fabrique, on est des usines à fabriquer du monde. Voilà. Donc après, qu'on lui donne plus ou moins de réalisme, c'est un choix esthétique. Et ce n'est qu'un choix esthétique. Pour moi, Clarke n'a pas plus de validité dans la fiction que Star Wars. C'est juste une question de choix. D'un côté, on va avoir une vraisemblance beaucoup plus forte par rapport au champ de connaissances du temps, en l'occurrence Clarke, alors que Star Wars, ça va être quasiment zéro en termes de... Mais parce qu'on ne va pas lui demander ça, on ne va pas lui demander en fait, parce qu'il s'est d'emblée positionné dans le champ de la métaphore, dans le champ de la fantasy. Donc c'est pas, donc il y a aucun, ce ne sont que des choix esthétiques pour moi, et qui ne valent pas davantage. Voilà, c'est juste qu'on opère dans des champs différents. Moi personnellement, de mon expérience et de mon positionnement là-dedans, moi j'essaie de mettre le curseur vers un peu plus de réalisme que Star Wars. Mais je sais que même avec le type d'immersion que j'offre, le type d'immersion dans la fiction, je sais que j'en laisse beaucoup. Et notamment sur la gravité, parce qu'on est tous, d'abord il y a les limites de ce que la science ne connaît pas, donc des limites de la science elle-même. Donc on ne forme pas des systèmes parfaits. Et en plus de ça, pour régler certains problèmes d'ordre narratif ou de cohérence interne, ou juste pour les besoins, on a besoin d'aller sur une autre planète, on sait qu'on va violer les règles. On sait qu'on va violer les règles physiques de la connaissance telle qu'on la connaît. On sait que les trous de verre, c'est une sorte de mal nécessaire pour aller sur d'autres planètes, mais que ça n'existe pas. C'est un objet spéculatif. Heureusement, ça reste dans le cadre, c'est un objet spéculatif de science, mais c'est un objet spéculatif. Donc on est dans on est de toute façon, d'ailleurs c'est intéressant, même le recours que j'ai par exemple moi à la superscience, et pour moi par exemple le fait d'avoir une sœur de Dyson, le fait d'avoir des portes de Wank, c'est-à-dire des sortes de trous de verre stabilisés par de la technologie, ça implique des matériaux, ça implique des quantités d'énergie qui ne sont pas réalistes. Mais ça règle des problèmes. Donc, tout en réglant des problèmes, grâce à la superscience, c'est à la fois une solution et un problème, en fait. Mais qu'on décide de... ça fait partie de nos points aveugles dans la SF, y compris l'art science, la plus sérieuse. Et, oui, pardon, après on peut... Oui, c'est ce que Laurent, j'allais te dire, je vais te présenter et puis tu vas reprendre la discussion, d'accord? Voilà, parce que ça c'est important. Alors je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, parce que tu as parlé de prospective, la différence évidemment entre science-fiction et prospective. Et figure-toi que je viens d'être interviewée par la revue Futurible
donc qui est la revue de prospective internationale. Alors peut-être que ça dépend en fait des thématiques, mais là ils se sont quand même, enfin vraiment ils m'ont posé la question de savoir quelle était la différence entre justement les scénarios de la science-fiction et puis la prospective en ce qui concerne la pandémie, puisque c'est un numéro spécial qui prévoit donc une multiplication de crises sanitaires mondiales en 2040. Mais bon, c'est pas très gai, hein, évidemment, comme lecture, hein, surtout en ce moment. Mais moi, je leur ai répondu exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que la science-fiction, il y a quand même une grosse part de fiction. Mais en fait, ils se posent vraiment, ils s'interrogent sur cette frontière dont tu parlais. Et c'est vraiment intéressant de voir que selon les sujets, eh bien, on a une science-fiction qui peut-être se rapproche beaucoup plus du réel, d'une vision. Alors, je ne parle pas de prophétie, parce qu'ils aiment bien utiliser le terme finalement de vision prophétique. Moi, je préfère parler de peut-être que les auteurs de SF peuvent être parfois visionnaires sur certains sujets, mais en tout cas, en ce qui concerne la pandémie, voilà, ils s'interrogent vraiment là-dessus. Mais c'est peut-être un sujet un peu différent, évidemment, de celui de l'exploration de l'espace. Pour donner un exemple, on peut tout à fait traiter d'une apocalypse zombie et traiter via une apocalypse zombie de façon très pertinente d'une pandémie telle qu'on l'a aujourd'hui, par exemple. C'est tout à fait. Voilà, c'est ça aussi la force de la SF. Quand dans Planète à gogo de Paul et Kornbluth, ils imaginent l'avenir de l'ultralibéralisme, parce que c'était ça en 1950 quand même, et qu'il y a des sortes de drones. D'ailleurs, le mot n'existait pas, mais ce sont des drones, des sortes de petits drones hélicoptères qui tournent autour des gens en leur serinant des slogans publicitaires, et les gens sont obligés de leur tirer dessus à coups de fusil pour avoir la paix. C'est pas autre chose que les spams. C'est pas autre chose que des spams rendus physiques, en fait. Et d'ailleurs, rien ne dit que d'ailleurs d'ici 10 ans, il n'y aura pas effectivement des petits drones à 1 euro, produits à 1 euro en Chine, qui nous zonzonneront autour des oreilles et qu'il faudra réellement virer à coups de tapette à mouche, quoi. Rien, voilà. Donc la SF, elle peut taper juste là où on ne l'attend pas. C'est sa force. Oui, tout à fait, absolument. Enfin voilà, donc c'était ta remarque qui était intéressante par rapport à ça.